Mais c'est toujours une intermédiation, c'est-à-dire toujours un nœud complexe. Et on va faire et défaire des métiers à tisser pour ça, qui sont nos institutions, qui peuvent être grandes ou être petites. Notre propre famille, est-ce que c'est une institution? Notre propre façon d'éduquer les enfants, est-ce que c'est une institution? D'une certaine façon, oui, qui s'accroche, qui s'ancre dans les institutions existantes, l'école du quartier, le collège, mais qui en même temps sont des faits parce qu'on est tous citoyens et on sait qu'on se méfie de toutes les institutions. Elles peuvent à la fois être libératrices et elles peuvent aussi être des chiennes. Et on est entre les deux parce que tout le monde a peur. Et donc cet individualisme ordinaire où chacun fait ce qu'il veut, où chacun voudrait faire ce qu'il veut, c'est sûrement pas la liberté, c'est de la médiocrité. On ne peut pas penser de culture sans hiérarchie, c'est pas possible. On ne peut pas penser de culture sans excellence. Alors, ce n'est pas l'excellence nationale, celle que vous aurez sûrement condamnée avec la hiérarchie, et qu'effectivement, au début, une première fois que j'ai parlé d'excellence en France, on a des amis qui m'ont secoué, ils ne parlent pas d'excellence. Eh oui, si on ne parle pas d'excellence, on est tous dans la médiocrité. Sauf que là, une excellence, elle n'est pas définie une fois pour toutes. Il y a 1001 formes d'excellence. Mais il y a aussi des millions et des millions de formes de médiocrité et d'aliénation. Et la culture, c'est quand même cet arrachement-là. Alors, premier point, libérons les ressources. Et là, je vais rester à ce niveau universel qui fait le lien précisément entre la rationalité et toutes les formes d'émotion. Une rationalité qui ne vient pas de l'émotion, ne conduit pas à l'émotion, est quelque chose qui est loin. Ici, pas ça, la rationalité. La rationalité, elle est concurrente. Depuis l'Antiquité, pour nous. Pourquoi elle est conquérante? Parce que précisément, on sait que la liberté, elle ne tombe pas du ciel comme ça, et qu'il faut aller la chercher. Et comment aller la chercher? En écrivant. Donc, ce qui ne change pas, retour aux fondamentaux. En termes de droit culturel, je vais entrer par le biais le droit de lire et d'écrire. Et je dis bien ensemble lire et écrire, puisque c'est la même dynamique. L'écriture comme ressource active. On écrit pour penser, on écrit et on lit, je dis complètement en même temps. On écrit, on lit pour penser, c'est-à-dire pour savoir ce qu'on pense, pour faire advenir la pensée, pour tracer, écrire un chemin. Et on doit lire le chemin des autres pour écrire son propre chemin. En même temps, on écrit pour garder et pour pouvoir corriger. Donc on écrit son chemin, l'avantage quand on se promène, on peut des fois revenir en arrière, mais pas toujours, quand c'est dans le temps. Et tandis que dans l'écriture, on peut revenir en arrière. Et c'est ça la magie de l'écriture, puisqu'on peut cumuler les temps. L'écriture, c'est une forme de capitalisation, c'est un pont temporel. On cumule les temps. C'est quand même fabuleux. On peut devenir intelligent. Et l'élection de l'écriture, c'est dire, oui, je peux devenir intelligent. Ma première écriture, elle est nulle, c'est un brouillon, c'est de la médiocrité. Mais en corrigeant et en recorrigeant et en corrigeant, et c'est comme ça une discipline, en étant le nez dans la médiocrité avec cette angoisse, eh bien, je peux arriver à un moment donné à faire un texte qui tient. Il tient parce qu'il a une texture. Il tient parce qu'il est plein de dialectique et de position. Et donc, il a quelque chose de vivant. Et en même temps, évidemment, on écrit pour partager. Partager ce chemin que l'on lit, partager ce chemin qu'on écrit, et bien entendu, ce n'est pas un ordre, ce que je viens d'indiquer, c'est une expérience penser, garder, partager, ça veut dire l'expérience de la réciprocité. Donc je deviens moi-même, au fur et à mesure où ma conscience naît par la conscience des autres, grâce à cette écriture, parce que dans l'immédiateté, on est le nez sur la vitre. Et donc, on a besoin de cette médiation. Médiation par autrui qui est inséparable de la médiation par l'œuvre. On va écrire cette trace du visage de l'autre, on va écrire sa voix, on va écrire ses images, ses paysages. Et pourquoi? Pour pouvoir les incorporer. Et précisément sur quoi écrit-on? Pourquoi écrit-on? Je viens d'indiquer sur quoi écrit-on. C'est toujours sur une matière qui est à la fois spatio-temporelle. On a l'écran. Alors l'écran numérique, c'est aussi la page blanche qui forme un écran, le tableau noir, un autre écran, bien d'autres encore, le tableau tout court, mais en même temps c'est une fenêtre. On dit bien la petite fenêtre. Et on passe par. Et un tableau de 2 mètres, et j'insiste par le 2 mètres, un tableau de 2 mètres, c'est un tableau dans lequel on entre. Et je dis on entre parce qu'on est en pleine réciprocité, c'est qu'il nous entre dans la peau.
Et vous avez des tableaux qui ont changé votre façon de voir. Et on ne voit pas les couleurs de la même façon, on ne voit pas les fenêtres d'une maison de la même façon, et on a une sensualité qui a été modifiée. Donc on est entré dans le tableau est entré en nous, c'est à la fois écran, c'est un obstacle, et c'est à la fois fenêtre, ouverture, comme un livre qui est fermé et ouvert, comme n'importe quelle boîte, comme n'importe quelle œuvre culturelle qui est de cet ordre du secret. Et comme correspondance avec son corps, on l'avait indiqué tout à l'heure, mon corps qui est support, mais qui est lieu, et qui est effectivement ouverture et fermeture. Et donc, en ouvrant et fermant le livre, en ouvrant et le refermant une nouvelle fois, en le partageant, cette lecture avec d'autres, eh bien, j'apprends à partager mon corps aussi, puisque j'y partage ces émotions rationnelles. Ces émotions rationnelles, ratio, ça veut dire une portion, une ration. Hein. Donc, il y a quelque chose d'un peu technique, un peu... Quand on dit qu'on est rationaliste, hein, moi je suis complètement rationaliste. Mais quand on est rationaliste, on dit c'est quoi cette vieille barbe? Ouais. Mais en fait, on est obligé de découper pour essayer de comprendre, parce que c'est l'approche scientifique, si vous voulez, rationaliste, c'est-à-dire on va fragmenter pour comprendre pas à pas, comme si on fait de la montagne, on va faire pas à pas, et on ne peut pas englober la montagne d'une seule fois, sinon on va tomber, on n'a pas l'illusion du global. Mais on fait pas à pas pour franchir un grand chemin. Voilà. Et pour creuser, pour approfondir, ou pour s'élever, comme vous préférez. Et donc, ça nous permet de rejoindre sur quoi écrit-on les trois étapes du capital culturel de Bourdieu, que vous connaissez bien. C'est bien quelque chose qui est incorporé, et à la fois, dans toutes ces dialectiques, les supports sont à la fois éphémères, comme le journal sur quoi on écrit, et la tablette de cire des anciens, qui est la même chose que notre tablette à nous maintenant, aussi merveilleuse, évidemment, beaucoup plus de possibilités aujourd'hui. Elle peut être éphémère et elle peut être durable, le livre peut durer. Et nous-mêmes, nous écrivons des choses éphémères et des choses qui vont durer, et cette dialectique est bonne. Et ça nous permet d'essayer de tenter de filtrer. Donc, on va s'incorporer. Hein. Donc, c'est pas simplement... J'ai construit l'histoire du contenu et du support. Hein. Pour moi, ils sont à la fois inséparables et séparables. C'est ça? C'est une matrice. Je ne sais pas si c'est Matrix, mais c'est une matrice. Et on ne peut pas se détacher de la matrice d'où on vient. Hein. Nos idées ont une genèse et elles vont y retourner quelque part. Elles ont cette vie propre, hein. Elles ont, oui, une genèse, une généalogie, et toute idée a ce chemin vivant qui s'arrache, qui ondoie, qui est tantôt fort, de temps en temps médiocre. Et tout ça, c'est bien dans son support, dans son corps, quel qu'il soit. Et en même temps, évidemment, ce capital culturel peut être objectivé, donc ce sont les objets comme le livre, comme on dit ici, comme le disque, etc. Et il est institutionnel, alors c'est là que c'est plus compliqué, parce que l'interprétation peut se séparer de Bourdieu dans pas mal d'endroits. C'est pas seulement le diplôme, c'est évidemment la valeur symbolique, c'est l'institution elle-même et la bibliothèque elle-même qui est à la fois le lieu des livres et le lieu de médiation pour les livres, et cette institution qui permet de livres qui suit d'autres institutions, donc qui est bien cette maison hospitalière. Toute œuvre culturelle, qu'elle soit incorporée, objectivée ou institutionnelle, est ici comme une maison ouverte et fermée. Donc, pour qui écrit-on, enfin? Pour soi, bien entendu, pour soi médiatisé par d'autres, aussi pour quelques autres. On peut écrire pour quelques autres, et on peut écrire pour tous. Ouverture. Et on a ça partout. Autrement dit, pour soi, mais c'est pas pour soi tout seul, si on a son journal, mais c'est quand même finalement avec des écritures partagées. Et sinon, c'est pour quelques autres, ou plus ou moins pour tous, pour un public. Ça veut dire une communauté de savoir, une communauté épistémique. Ça peut être, et la communauté épistémique, elle est à la fois ouverte et fermée aussi, puisque ça peut être un truc comme secte, bon, ça ne m'intéresse pas trop, ou bien à la fois, c'est justement à la fois ouvert ou fermé. C'est des gens qui aiment cette littérature, c'est des gens qui aiment ce genre d'écrit, ou etc. Ça peut être des familles, ça peut être des amis. Donc on a à la fois cette dialectique, une communauté, ou bien ce qui nous inquiète effectivement dans le numérique, mais qui n'est pas d'aujourd'hui, qui est l'individualisme de masse.
C'est-à-dire où à la fois on est individu, oh, bien, chacun individu, puis à la fois on est en réalité noyé dans une masse. Voilà. Et avec Google, hein, c'était dit, ça peut ressembler un petit peu à ça. Ça n'est pas forcément ça, je merci. Et donc c'est là qu'effectivement, on a ce besoin de médiation culturelle. Alors libérons les ressources, libérons les façons de se ressourcer, les chemins de ressourcement. Et mon deuxième point, c'est comment. Comment? On ne veut ni l'illusion techniciste, ni le mépris des techniques, je l'ai dit. On est dans ce rapport technologie, culture et société. Et ce rapport est absolument central, donc il est bien questionné par l'ère numérique. Je dirais donc que après avoir dit d'une façon très sommaire, on va l'exprimer, c'est fondamental du droit de lire et écrire, le droit de posséder son corps, de posséder la puissance corporelle je dirais, de la marque, du geste qui peut durer, c'est un peu ça, une écriture, et donc du geste partagé, de la marque de la tendresse, comme des pleurs, pour dire que c'est pas simplement un coup d'émotion comme ça, subjective, ou qu'il soit gay ou pas, mais non, il y a quelque chose qui peut être métaphysique. Ouais. Ça, c'est pas abstrait. Il n'y a rien de plus concret qu'un geste de tendresse qui fait peur, n'est-ce pas? Et en même temps, c'est une expérience, quelque chose d'universel, mais qui est vécu au singulier. Et comment arriver à faire ce lien, qui est vraiment, j'allais dire, le droit culturel dans son ensemble, c'est-à-dire comment faire en sorte que chacun d'entre nous puisse pouvoir vivre cette libération par l'expérience de réciprocité, avec des entrées qui varient. Et donc, ce qu'on cherche, c'est de dire, les écritures, lectures se répondent. Les écritures, lectures se répondent. Alors, est-ce que c'est ça, le transmédia? L'hyper, j'ai vu, et puis encore le cross. Bon, bref, on est dans le transgenre, si vous voulez, bref. Les écritures, lectures se répondent. Autrement dit, nous avons une chaîne de valeurs, qui est corps, livre, bibliothèque, on prend bibliothèque, médiathèque, c'est très grave, corps, livre, bibliothèque comme lieu, papier, numérique, comme espace mixte de médiation en hospitalité. Et grâce à cette correspondance des matières, si on aime bien toucher du papier, si on aime bien le sentir, c'est pas pour rien, n'est-ce pas? Et on peut aussi aimer sa tablette, que ce soit pomme ou que ce soit l'autre, et sa souris, et comme on peut aimer son stylo, mais c'est pas la souris toute seule, c'est pas le stylo, c'est le stylo sur un papier, pas n'importe quel papier, c'est la souris aussi sur tel ou tel type d'écran, si on utilise encore une souris, etc., etc. Et celui-là, dans son environnement, le papier tout seul, il implique une distribution, comme le micro-ordinateur, il implique un énorme réseau complètement énergivore, je dirais, qui implique donc des grosses communautés technologiques, des grandes filières technologiques. Donc, comment est-ce qu'on peut trouver cette chaîne de valeur dans ces différentes formes, je dirais, d'écriture, oui, dans le sens très large, comme on peut parler aussi d'écriture en architecture, où on écrit dans un territoire. Donc, il y a toutes ces formes d'écriture pour pouvoir avoir la meilleure correspondance des matières et des contenus. Donc, je vais chercher vraiment cette correspondance et celle qui permet l'éveil de l'intelligence des sens. Alors, on peut se poser la question déjà, ère numérique, âge numérique, et on est bien déjà aussi dans cette dialectique, parce qu'à la fois il y a l'âge, c'est-à-dire qu'il y a la petite poussette, comme disait Michel Serres, il y a ceux qui ont cette dextérité extraordinaire, et puis, alors c'est vrai, évidemment c'est pas suffisant, en même temps une ère, alors en disant qu'effectivement c'est une ère, puisque à la fois c'est un domaine, et à la fois c'est un âge nouveau dans ce sens-là. Alors, est-ce que c'est un milieu ou une discipline?
Un milieu, alors c'est un milieu, on l'a dit effectivement, puisqu'il y a beaucoup d'objets qui sont numérisés, comme il y avait beaucoup d'objets qui étaient imprimés ou manuscrits avant, avec des institutions, avec des réseaux. Les réseaux, c'est pas d'aujourd'hui, mais ça c'est, disons, dans une autre dimension aujourd'hui. Et un milieu, c'est aussi un demi-lieu, c'est-à-dire c'est quand même toujours fragmentaire. Et on n'est pas prisonnier d'un milieu, ou on peut ne pas être prisonnier d'un milieu, on n'est pas déterminé par cet âge d'aujourd'hui, on a des rapports très différents, et on pourra encore, on l'espère, sinon on va vers Big Brother, avoir des attitudes et des libertés différentes par rapport à toutes ces chaînes d'objets et de comportements. En tout cas, c'est aussi une discipline, parce que précisément, il faut apprendre. Il faut apprendre à ne pas être dominé par ça ou à se laisser dominer un certain temps parce que ça fait du bien de perdre pied, mais après pouvoir se réapproprier, réincorporer cette ère ou espace numérique. N'est-ce pas une bonne occasion donc, de repenser ce lien corps-livre-bibliothèque, dit autrement cet espace culturel d'hospitalité, fait de toutes sortes d'écritures, quels que soient les supports, pourvu qu'ils se complètent. Mais pour essayer de répondre à cette dialectique, ou plus exactement de la poser, comment situer la dialectique entre un domaine culturel et un outil spécifique? C'est ça que vous avez dit, outil, milieu. Je poserai la question domaine culturel, discipline culturelle, enfin domaine culturel avec ses disciplines, pardon, et outil spécifique. Et on peut supposer qu'entre ces deux pôles, l'outil et le domaine culturel, on pourrait presque dire art et technique, et donc il y a une continuité entre beaux-arts et technique, au sens très utile du terme, se définit en fait chaque domaine culturel. Chaque domaine culturel, c'est un espace spécifique avec ses territoires. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de centre sur Internet. Il y en a plein. Il n'y en a pas un, il faut espérer. Enfin, il y en a un peu un, comme j'avais dit au Brésil, on l'a contesté, au niveau de la domination. Mais en fait, on va en recréer. Et il y a plein de frontières, mais qui sont mobiles. Ma fille, elle était sur Facebook avec ses amis il y a 4 ans. Elle ne veut pas être sur Facebook, elle est exclue. Elle est exclue parce qu'elle ne veut pas de Facebook, mais oui, mais les autres, ils ont l'habitude de fonctionner avec ça, donc elle n'est pas informée. Ce n'est pas une exclusion méchante, c'est de fait. On est en dehors de ce circuit, et donc il y a plein de circuits différents qui se modifient, on ne sait pas lesquels sont les plus prenants dans 5 ans, et on ne sait pas si on s'y adaptera ou si on sera capable, en tout cas pour moi, ou si on voudra aller sur Lincoln, je ne sais pas quel truc du genre. C'est donc à chaque fois une écriture particulière potentiellement apte à valoriser tous les autres domaines. La peinture valorise tous les autres domaines. L'écriture livresque, bien entendu. La musique également. La danse, le théâtre, n'en parlons pas. Donc à la fois, ce sont des domaines bien spécifiques, avec leurs écritures spécifiques, leur mise en scène, leur scénographie, etc., etc. Mais en même temps, chaque domaine est hospitalier aux autres, et j'allais dire prête son écriture pour chercher véritablement ce qui est l'excellence de chaque discipline, qui est d'arriver à trouver les correspondances les plus puissantes, celles qui nous libèrent, celles qui nous font vivre toujours le dedans et le dehors en même temps, le dur et le mou, le haut et le large, le clair et l'obscur. Bref, l'individu le plus seul et la communauté la plus passionnée. Et toutes ces dialectiques dans lesquelles nous sommes, parce que nous n'avons pas le choix des dialectiques. Nous avons le choix de vivre d'un pôle à un autre, plus ou moins individualiste, plus ou moins communautaire, plus ou moins renfrogné, plus ou moins exubérant, plus ou moins passéiste, plus ou moins dans l'avenir, mais nous n'avons pas le choix de vivre uniquement dans un domaine, sinon on est bête. Et donc chacun, notre liberté, nous allons la trouver dans ces espaces dialectiques. Et est-ce que c'est pas ça la puissance des domaines culturels, puissance artistique à l'évidence,
mais on va les chercher aussi dans la puissance scientifique, puisque la science, c'est bien la recherche des contradictions, la recherche dialectique, celle qui nous oblige à nous élever, à trouver une autre idée. Et on pourrait prendre tous les domaines. Chaque territoire est, comme ça, un tissu de frontières. On a toutes sortes d'approches dans chaque territoire. Celle du numérique existe aussi, mais la différence, c'est qu'elles sont hyper fluides, passionnantes et angoissantes. Tous les pôles de l'identité sont mis en cause. C'est ça qui nous fait peur, et à la fois, c'est ça qui nous éblouit. Chacune des disciplines artistiques, comme des disciplines scientifiques, propose aussi ce risque à sa façon. Et si vous avez des gens qui ont été passionnés par chaque art, passionnés par chaque science, passionnés par chaque autre discipline, par la communication, par les langues, etc., c'était bien pour vivre ce risque d'une hospitalité. À la fois, on peut vivre quelque chose de secret, quelque chose d'unique, et à la fois quelque chose d'ouvert, quelque chose de public. Et de vivre sur cette frontière-là. Et bien entendu, dans le numérique, nous y sommes complètement exposés. Toutes ces disciplines proposent de recomposer le monde, de puiser dans du virtuel, de l'image, du son, du bâti, toute forme d'écriture de l'image et de la rationalité. Comment interroger cette sphère de grammaire qui est la grammaire numérique? D'une façon introductive, j'énumère juste cette entrée, mais de façon très amateur, même pas pro-amateur. Genre, regardez, et il y a évidemment la modification accélérée des distances spatio-temporelles. Chaque art modifie les distances spatio-temporelles, c'est évident. Mais là, nous avons une modification accélérée. Nous avons un volume de données en augmentation incontrôlable. Là aussi, évidemment, l'invention de l'écriture, la radio, etc., c'est une augmentation des données, des communications. Mais aussi, ici, en augmentation incontrôlable, ce qui pose évidemment énormément de questions. La liberté d'information ou le bruit? La surinformation, qui est une désinformation, quand elle n'est pas utilisée comme une mésinformation, quand elle n'est pas utilisée comme désinformation. Est-ce que c'est liberté d'information et latéralisation des savoirs? Vous l'avez évoqué. Vous avez, à titre beaucoup d'exemples, les communautés de malades qui sont plus savantes que des chercheurs et qui peuvent permettre de collecter comme ça des informations sur le témoignage des gens qui ont ces maladies difficiles et qui vont donc apporter des informations aux médecins chercheurs. Et on a comme ça cette latéralisation des savoirs, ce croisement rendu beaucoup plus puissant et possible des savoirs, mais qui doit se dégager évidemment du bruit. Avec évidemment ce problème de la propriété intellectuelle qui est une frontière. Et une frontière qui doit à la fois être conservée, sinon n'importe qui peut détruire n'importe quoi, n'est-ce pas? Et qui à la fois doit être le plus ouverte possible dans toute source, parce que c'est ça la fécondité. Et on est complètement dans cette dialectique. Troisième point, dématérialisation. Alors on exagère avec le mot dématériel, n'est-ce pas? Parce que le web, c'est ce qui utilise aujourd'hui le plus d'énergie, et le virtuel est réel. Il faut bien le dire. Voilà. Et dans tout il n'y a pas d'un côté le réel qui est là, et puis le possible. Le potentiel a toujours été compris depuis l'Antiquité comme du réel, et le réel advenu est un des réels parmi les possibles, et donc on peut sortir du réel beaucoup d'autres possibles, beaucoup d'autres potentiels au virtuel. Virtus, c'est la force, c'est la puissance qui est là-dedans. Ceci dit, on a quand même ce problème, évidemment, d'une virtualisation, ou, dit d'une façon plus juste peut-être, une autre compréhension du rapport entre matière et énergie. La matière est énergie. Et avec, dans l'Internet, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons circuler de l'énergie, pas seulement au sens de l'électricité, évidemment, mais déjà pas, mais au sens des ingéniosités dont on a besoin, des supports techniques, des machines, des réseaux, des câbles, etc. Évidemment.
On l'a dit à Sao Paulo, hein, on va essayer de faire un câble qui ne passe pas par le Big Brother des Américains, Canadiens, Anglais et Australiens, sans oublier les autres. Et donc, on a cet autre rapport, il faut la réinventer et pas avoir cette vieille idée bête d'une matière qui serait inerte, ça n'a aucun sens. Quatrièmement, l'extrême prégnance de l'image. Et effectivement, là, on l'a vécu dans les arts visuels depuis toujours, mais là, l'image, elle court partout. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on peut encore ne pas être saisi par elle comme un rêveur qui serait complètement pris par son univers de rêve, n'est-ce pas, ou un joueur addict. Mais comment est-ce que cette image si puissante, on va retrouver, j'allais dire, respecter la réalité de l'image est réelle. Mais il faut la maîtriser comme sur la course, hein, comme on a essayé depuis l'Antiquité de maîtriser ses rêves. Mais quand ces rêves sont immédiatement produits, quand vous avez un magicien qui vous vient rentrer dans votre cerveau pour vous produire ça, c'est un peu compliqué. Cinquièmement, l'extrême porosité, évidemment, de la frontière privée-publique. Là, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Mais le problème qu'on a, je n'ai pas entendu un premier élément de réponse là-dessus, mais est-ce que la sécurité sera encore possible sur Internet? Est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un met une barrière, vous avez un hacker qui est capable de la casser? Les gens qui veulent trouver du boulot dans ce milieu-là, ils commencent par essayer de casser toutes les comment on appelle ça, les sécurités pour après à la banque. Vous savez, j'ai cassé votre truc, maintenant vous pouvez m'engager. Et c'est vraiment il n'y a rien. Avec n'importe quel petit appareil que vous achetez sur Internet, vous êtes capable de prendre possession de la dernière Mercedes ou BMW 4x4 parce que vous prenez place directement dans son système informatique. Avant, ce n'était pas possible. Hein. Ouais, c'était... J'ai simplifié. Bon, alors on discute ça. Toujours est-il que, voilà, les histoires qu'on connaît d'espionnage nous montrent qu'on peut rentrer dans toutes les enceintes. Alors je laisse tomber le 4x4 de toute façon. J'ai pas envie de m'en acheter, mais voilà. Et alors on a évidemment avec le sixième point qui serait la dialectique entre communauté et individu. Vous voyez que je reprends les grandes dialectiques de l'identité, mais on les déploie ici. Vous avez effectivement la notion de communauté qui est tellement importante sur le net comme ailleurs, et le risque, je le disais tout à l'heure, de l'individualisme de masse, qui est énorme. D'une société de consommation, hyper-consommation, on pourrait dire comme ça, n'est-ce pas? À la fois l'injonction à l'autonomie, chacun doit pouvoir se débrouiller, chacun doit pouvoir ses paiements bancaires, remplir les formulaires comme ça. Hein? Et en même temps, une possibilité de communication qui est véritablement augmentée. Ces communautés sont-elles virtuelles? Qu'est-ce que signifie cette participation interactive? Ou bien une société où c'est la consommation effrénée à flux tendu. Et enfin, peut-être le plus difficile, je ne sais pas, ce qu'on appelle des fois la décérébration, le risque des automatismes, la réalité augmentée, là on a de nouveau le milieu, le corps peut aller beaucoup plus loin. C'est pas d'aujourd'hui, mais aujourd'hui ça va plus vite et plus loin. Le corps est réinterrogé dans son milieu, dans son rapport aux machines, et en même temps l'espoir formidable de pouvoir aller beaucoup plus loin grâce à cela. Notre paradoxe, je finis par là, avec effectivement notre méthode d'observation, apprentissage, élaboration mutuelle. Nous puisons dans cette logique de réseau évolutif et de valorisation des savoirs. Mais pas à l'automatisme. Nous cherchons à valoriser le virtuel au sens de potentiel de chaque ressource, mais pas à la désincarnation. Et nous avons besoin de mettre une médiation au centre au pluriel. Un logiciel, entre guillemets, qui ne traite pas que des données, mais qui met en co-développement ces libertés qui ont besoin plus que jamais d'être instruites. Une intelligence
qui ne déterritorialise pas, vous l'avez dit, mais qui permet une intelligence plus libre des territoires, des rapports aux choses et au corps.